Bonjour à tous et merci de suivre avec nous les journées francophones de radiologie 2020. Nous présentons aujourd'hui probablement un des points d'orgue de ce congrès des JFR 2020 en mettant en avant une démarche originale, sans doute même exceptionnelle de ce congrès, la conférence Antoine Béclair, qui cette année traite de la question de la radiologie, de l'imagerie médicale et de l'exploration de l'espace, dont le CNES, le Centre national d'études spatiales, est l'invité d'honneur. Et le CNES qui met en œuvre la politique spatiale de la France en Europe. Nous évoquons ici le rapprochement de deux grandes institutions, à des fins scientifiques et médicales, la Société française de radiologie, avec Jean-François Méder, son président, bonjour Jean-François Méder, et Alain Luciani, qui est le président des JFR 2020, et Lionel Suchet, qui est le directeur général délégué du Centre national d'études spatiales, le CNES. Entre donc une discipline médicale essentielle et une grande agence spatiale. Peut-être les uns et les autres, rappelez-nous le contexte, dans le fond, l'intérêt des astronautes pour la médecine, mais aussi la place de la médecine dans l'espace. Qui veut commencer, Lionel Suchet? Oui, écoutez, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, l'intérêt du spatial pour la médecine, déjà, il est nécessaire, il est fondamental au niveau de l'exploration humaine, puisque quand on envoie des équipages, des hommes dans l'espace, le premier objectif du chef de projet, de toute organisation, c'est de récupérer à la fin du vol l'équipage en bonne santé. Et pour qu'ils travaillent de façon efficace dans la station, ils ont énormément de travail à faire au niveau technique et scientifique, il faut qu'ils soient en bonne santé. Et donc, dès le début du développement de l'exploration humaine de l'espace, des premiers vols habités, on s'est demandé comment on allait maintenir en vol, dans un environnement très particulier qui est la microgravité, des équipages en bonne santé. Et donc, il y a un premier aspect, c'est la médecine opérationnelle à bord des stations, comment on suit la santé des astronautes et comment on prévoit, on regarde s'il peut se passer quelque chose, s'il y a un souci à bord. Donc, tout ce qui avec des astronautes qui partent parfois pour des missions courtes, mais parfois des missions qui potentiellement peuvent être très longues. Ah oui, le record aujourd'hui c'est 15 mois dans l'espace, d'un seul tenant, donc avec des équipages qui peuvent rester très très longtemps dans la station, et donc il faut suivre leur état de santé. Médecine opérationnelle. Puis le deuxième aspect, c'est que la micropesanteur, c'est un état très particulier qui existe dans les stations. Vous savez, tous les gens qu'on voit les choses voler dans l'espace, etc. Donc ça, c'est cet état de micropesanteur qui est très particulier, qui n'existe de façon durable que dans une station spatiale. Et donc, une station spatiale, c'est un laboratoire scientifique, et donc c'est aussi un extraordinaire outil de recherche médicale. Et donc, c'est un éclairage très intéressant pour les chercheurs en médecine que d'avoir des patients sains, d'ailleurs ils sont sélectionnés pour être le plus sains possible, mais qui vivent dans un environnement très particulier qu'on ne connaît pas au sol, qui est la micropesanteur. Et donc ça a un effet sur le corps, on connaît bien les problèmes cardiovasculaires, des conditionnements cardiovasculaires, mais aussi des pertes musculaires, l'ostéoporose, etc., qui fait dire à certains que c'est un modèle de vieillissement, mais ce n'est pas lié au patient lui-même, c'est lié à l'environnement. Et donc ça permet d'éclairer des problèmes médicaux de façon très intéressante, très originale, et donc c'est un outil pour la recherche. Et donc que ce soit pour la médecine opérationnelle ou pour la recherche médicale, on a besoin d'outils pour investiguer le corps humain, et donc l'idée des outils d'imagerie spatiale. Et donc en France, on a été un des pionniers, puisque pour le premier vol d'un Français dans l'espace, en 82, c'était Jean-Loup Chrétien, c'était le premier Européen d'ailleurs à voler dans l'espace, avec l'Union soviétique à l'époque. On avait déjà développé spécifiquement un échographe qui a été envoyé dans la station Salyut 7, à l'époque, qui était l'ancêtre de la station Mir. Donc vraiment, on a eu finalement un intérêt très fort depuis le début de l'exploration humaine, et en France en particulier, avec l'imagerie médicale pour faire nos missions. Alors, on parlera de ce partenariat peut-être à la fin de notre entretien, si vous le voulez bien. Mais quel est, Jean-François Méder et Alain Luciani, quel est, dans le fond, pour vous, radiologues, l'intérêt d'avoir des relations particulières avec des gens qui s'occupent d'espace? C'est à la fois de la recherche ou c'est également, de manière peut-être plus pratique, l'intérêt de bénéficier d'acquisitions faites par les astronautes pour les médecins sur Terre? Merci, Monsieur Morel. Vous avez fait la réponse d'ailleurs à votre question.
D'abord, j'aimerais, si vous me permettez, faire quelques paroles de bienvenue. Je suis très heureux, Monsieur le Directeur Général, de vous accueillir à SFR. Et je voudrais vous remercier de la confiance, de votre confiance, et d'avoir accepté de répondre à l'initiative d'Alain Luciani. C'est, comme l'a dit M. Morel, peut-être assez inhabituel, assez original, et finalement c'est relativement compréhensible, parce que le CNES et la Société française de radiologie, à des degrés divers, partagent les mêmes pôles d'intérêt. Et les centres d'intérêt, vous l'avez souligné, c'est le soutien à l'innovation, c'est la recherche, ce autant de thèmes qui nous habitent. J'aimerais aussi peut-être dire aujourd'hui que la SFR et ses membres ont des besoins. J'en ai vu deux qui me paraissent assez essentiels. Le premier, c'est de pouvoir discuter et collaborer avec des vrais professionnels de l'imagerie. Je crois que vos équipes sont devenues, comme vous venez de le signaler, de vrais professionnels de l'imagerie. On a à apprendre beaucoup, on pourra y revenir tout à l'heure, M. Morel. Et puis, quelque chose qui me touche beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, les membres de la Société française de radiologie, comme beaucoup d'entre nous, ont besoin de rêves. Et cette collaboration qui existe entre une société médicale et le CNES, donc deux associations très pragmatiques, permettent quand même aux radiologues de rêver. Et là, je voudrais vous remercier vraiment parce que c'est un éclairage tout à fait nouveau dont nous allons bénéficier. Merci beaucoup. Alain Luciani, pour prolonger, en quoi les technologies spatiales peuvent-elles participer à ce que Jean-François Médère souligne, les innovations que l'on connaît en médecine et spécifiquement en radiologie? D'abord, on a entendu l'enthousiasme et je partage ça c'est quelque chose de très important. Si on veut attirer les meilleurs chercheurs, d'abord, il faut être dans une dynamique enthousiasmante et attractive, et je pense que ça fait partie de ce domaine du rêve, ça fait partie de quelque chose qui est très important, que ce soit pour la recherche ou l'innovation. Et puis, on a entendu des thèmes qui sont vraiment connexes avec des axes stratégiques pour nous, radiologues. Développer des outils miniaturisés pour accompagner les voyages spatiaux, embarquer de l'imagerie peut-être encore plus perfectionnée que de l'échographie, assurer un fonctionnement des échographes de la meilleure manière possible, que ce soit dans des voyages proches ou lointains. Ça, c'est un premier objectif. Maintenir la santé des astronautes. Et là, pour nous, évidemment, il nous apparaît que la radiologie interventionnelle, notamment les thérapeutiques, vont devenir un enjeu essentiel, notamment dans les voyages lointains. Et quand on parle de 15 mois d'exploration, loin de la Terre, avec une difficulté à revenir, ce sont naturellement les thérapeutiques mini-invasives, donc la radiologie interventionnelle, qui seront mises en œuvre. Et puis derrière, il y a l'appréciation de la santé des astronautes au retour sur Terre. Vous avez dit, c'est un modèle de vieillissement, mais ça veut dire que pour nous, il y a aussi des attentes pour nos patients sur Terre d'ores et déjà. Est-ce que les évolutions de la masse musculaire, de l'ostéoporose, ne sont pas aussi des marqueurs de fragilité pour nos patients lorsqu'ils sont exposés à des traitements? Je pense notamment à la cancérologie. Et donc tous ces aspects qui convergeaient m'ont fait dire effectivement que nous devions nous rapprocher pour développer des axes de recherche et d'innovation, c'est-à-dire de transfert de ces innovations dans les soins relativement rapides. Lionel Suchet, si on regarde sur un long terme, ce qui compte pour vous, question, c'est l'autonomie des équipes, surtout sur des vols longs, c'est-à-dire qu'ils soient capables d'être au maximum autonomes, encore que vous les suivez évidemment, j'imagine, de terre, mais est-ce que c'est vraiment un objectif? Ce que je dis souvent, c'est que la station spatiale, c'est quand même un désert médical. C'est-à-dire, à part de rares fois où on a effectivement envoyé un cosmonaute médecin, et c'est arrivé, il n'y a pas de médecin à bord, hein, donc il faut se débrouiller sans médecin. Et donc, effectivement, l'autonomie est très, très, très importante. On a développé des méthodologies, notamment en télééchographie, si on veut parler échographie, pour aider les cosmonautes depuis le sol avec des spécialistes. Donc, c'est une première façon de les aider. La station spatiale est à 400 km au-dessus de notre tête, donc on a des communications tout à fait temps réel, sans problème avec eux. Par contre, pour des voyages plus lointains, on parlait de Mars, où quand on est parti, on part pour minimum 15 mois, et on ne fait pas de retour au bout de 2 mois s'il y a un problème. On est parti pour 15 mois, à la fin, ça sera dans 15 mois, quoi qu'il arrive. Et les communications, au lieu d'être en temps réel, comme on a aujourd'hui avec la station, ça peut mettre jusqu'à 20-40 minutes entre l'aller et le retour d'une information, que ce soit un signal, une information audio, un dialogue, ça change tout. Et il faut que là, l'équipage soit bien plus autonome encore
qu'il ne l'est aujourd'hui pour les sujets médicaux. Donc ce sujet-là, de l'autonomie du suivi médical et des actes médicaux, si jamais il fallait en faire, c'est un sujet très important pour l'exploration humaine. Pour prolonger ce que disait Jean-François Médère, le rêve continue, Thomas Pesquet va partir. Oui, on est très content de cette décision qui a été prise de réassigner, comme on dit en bon français, Thomas Pesquet à une nouvelle mission. Suite à son premier vol qui s'est déroulé de façon parfaite, il est de nouveau dans un équipage de la Station Spatiale Internationale et donc il va voler, il est en entraînement à Houston et il va voler en 2021, donc l'année prochaine, dans la station. Oui, les Français, les médecins aussi aiment beaucoup Thomas Pesquet, mais ils aiment beaucoup également Claudie Aigneret, une des leurs, médecin, et je vous propose de regarder ce film que Claudie Aigneret nous a, à partir d'un entretien qu'elle nous a accordé, un film que je vous laisse découvrir. Avec ses nombreuses années de carrière comme astronaute ou dans la politique spatiale au niveau européen, j'ai acquis des convictions. La conviction que l'ouverture à des voies différentes, à des solutions apportées par d'autres, donc cette diversité est quelque chose d'essentiel quand on a besoin de créativité et d'innovation. Donc les partenariats, la coopération, l'ouverture intellectuelle, le dialogue des cultures, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup appris. J'ai appris aussi que la diversité de réflexion au niveau des générations est quelque chose d'essentiel. Et puis peut-être un troisième élément qui a motivé pour moi mon attrait pour l'aventure spatiale, c'était d'ouvrir des fenêtres sur des choses non connues, à explorer. Et cette audace, cet appétit, cette inspiration, c'est quelque chose que l'espace donne, à la fois sur des sujets très techniques, mais aussi à titre d'humanité qui se projette au-delà, qui se projette en responsabilité, parce que quand on regarde la planète depuis la coupole de la Station Spatiale Internationale, on ne peut être que fasciné et émerveillé par la beauté de la planète. On est aussi inquiet par sa fragilité et par son isolement. Et donc je crois qu'on prend conscience du rôle que chacun peut avoir, à la fois dans son comportement individuel et par ce qu'il apporte à la société en étant créatif, solidaire, ouvert et curieux. Un vol habité en station spatiale ou dans l'espace lointain, c'est bien évidemment la situation de microgravité, une situation très particulière pour notre organisme puisqu'on ne peut pas la vivre au sol. Et ça comporte des phénomènes d'adaptation au niveau physiologique à très court terme et à plus long terme. À court terme, par exemple, cette redistribution des fluides liée à l'absence de gradient de pression hydrostatique va faire qu'il va falloir analyser et imager, pourquoi pas, des modifications dans la conformation des organes. On parle beaucoup de l'échographie cardiaque parce que bien évidemment la pompe cardiaque est au cœur de ces redistributions. Mais ça concerne aussi d'autres organes dans l'organisme qui ne vont pas se trouver à la même place ou dans la même fonctionnalité. On peut imaginer au niveau cérébral ces modifications de pression intracrânienne, à la fois potentiellement problèmes oculaires qui nous préoccupent aujourd'hui dans la santé des astronautes, des maux de tête, des redistributions de liquide céphalorachidien qui peuvent être imagés, suivis et donc éventuellement prévenus quand on voit qu'on va dépasser un seuil physiologique habituel. On peut tout à fait aussi voir ce que peut nous apporter l'imagerie dans le suivi de la performance et de la santé sur des adaptations de plus long terme, l'atrophie musculaire et la déminéralisation, la fragilisation de l'os, qui pose peut-être pas trop de problèmes en microgravité, mais qui posera des problèmes quand on arrivera sur une surface d'un autre corps céleste pour y vivre, y travailler, s'y déplacer, et qui va nécessiter un monitoring très, très précis, de façon à adapter à la fois éventuellement la nutrition ou les apports alimentaires et vitaminiques, mais tout aussi l'activité physique qui va permettre d'éviter une trop grande désadaptation.
En ce qui concerne les outils d'imagerie embarqués à bord des stations ou pour les missions futures, ce sont bien évidemment des éléments essentiels sur lesquels on a encore beaucoup de progrès à faire, et je pense que tous les progrès qui seront faits dans cet environnement hostile nécessitant un maximum d'innovation et de créativité seront également très très importants pour nos enjeux terrestres médicaux et d'imagerie médicale, que ce soit dans l'environnement hospitalier comme dans les zones plus difficiles d'accès. Un des éléments, je trouve, intéressant pour un médecin avec l'environnement spatial, c'est qu'on le considère aujourd'hui comme un modèle de vieillissement accéléré. Mais ce qu'on voit après un retour au sol de l'astronaute, une rééducation bien conduite, c'est qu'il y a une réversibilité pratiquement intégrale de tous ces phénomènes. Donc vous imaginez pour le monde médical un modèle de vieillissement accéléré réversible. C'est une jolie plateforme d'expérimentation là aussi pour mieux comprendre et essayer de mieux traiter. Toutes ces questions nécessitent qu'ensemble on travaille au perfectionnement, à la précision, à la fiabilité de cette imagerie qui nous accompagnera. L'aventure spatiale de l'exploration, qu'elle soit avec des sondes automatiques ou l'exploration habitée, c'est une aventure qui se fait en coopération. Et de plus en plus, quand on ira plus loin, au-delà. Les missions lunaires, les missions martiennes sont des missions qu'on envisage en coopération internationale. Et que ce soit la Société française de radiologie, que ce soit des entités européennes qui vont porter des développements industriels ou des nouvelles méthodologies d'imagerie. Je crois qu'il faut que l'Europe, vraiment, fasse entendre sa voix et qu'elle soit présente parce que l'aventure est belle et c'est l'aventure de demain. Claudie Héniré, cosmonaute, astronaute ou spationaute et médecin, nous parle de médecine, mais je trouve qu'elle nous parle également de questions très philosophiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Elle nous parle des enjeux spatiaux, des enjeux terrestres. Elle nous dit même ouvrir les fenêtres ou se projeter en responsabilité. Jean-François Médère, ça vous inspire quoi? Déjà, les deux mots que je retiendrai, bon, il y a des images magnifiques justement qui nous amènent à rêver. Il y a ce contact étroit entre la haute technologie et le monde spatial qui est merveilleusement bien retranscrit, et la façon dont Madame Héniré en parle est tout à fait passionnante. Je retiendrai deux mots. C'est le premier mot qui est l'ouverture et le dernier mot qui est la projection vers le futur. Et ces deux termes, ce sont des termes qui vont permettre, je pense, à tous les membres de la société de venir adhérer au projet de collaboration que nous allons mettre en place. C'est extrêmement important pour nous de pouvoir nous ouvrir sur des domaines qui ne sont pas complètement les nôtres. C'est comme ça qu'on va progresser. Et il est évident que le mot d'aventure qu'elle utilise est un mot qui va être très mobilisateur. Oui, Alain Luciani, elle nous parle également donc de médecine, elle nous parle d'image, de miniaturisation, d'analyse d'image, justement. Que peut-on dire ? C'est le deuxième volet, je pense, qui est passionnant et qui va nous passionner. C'est d'arriver à chercher dans les images des éléments qui ne sont peut-être pas visibles à l'œil nu. C'est un vrai challenge pour nous, radiologues, tous les jours. Et c'est sans doute un challenge aussi de l'exploration spatiale, et peut-être M. Suchet vous en dira un mot. En tout cas, pour nous, vous savez que le thème de CJFR, c'était l'imagerie prédictive, au sens de détecter dans les images des anomalies qui vont permettre de prédire l'apparition d'une anomalie qui sera ensuite macroscopiquement visible. Et je crois que là, ça rejoint là encore aussi sans doute des éléments où votre recherche dans le domaine de l'exploration terrestre rejoint des domaines de recherche qui concernent les radiologues. Il y a vraiment des applications possibles, imaginables pour des médecins de tous les jours, pour la médecine de tous les jours? Je crois qu'on va apprendre des choses, qu'on va apprendre des techniques, par exemple, de débruitage des images mises en œuvre par les équipes de recherche du CNES, et que peut-être on va pouvoir les appliquer à l'imagerie médicale et réciproquement. Là, on parle d'un autre aspect. On a beaucoup parlé d'exploration, de toute l'utilité de l'imagerie à bord des stations habitées, etc. Là, on parle d'autre chose. C'est le traitement des images prises par des satellites automatiques d'observation de la Terre. Aujourd'hui, en France, on a des technologies à la pointe de ce qui se fait au niveau mondial pour l'observation de la Terre.
ce sont des images prises par des satellites qui sont à 700 km d'altitude, donc avec des gros télescopes, et qui prennent des images du sol avec des détails de l'ordre de la dizaine de centimètres. Donc vous avez une image qui fait 40 km de côté, avec des détails de quelques dizaines de centimètres, et vous devez, dans cette image, trouver des changements. Les photo-interprètes peuvent être amenés à se demander quels sont les bâtiments qui ont été construits depuis la semaine dernière. Et c'est un travail colossal si vous n'avez pas des traitements automatiques d'intelligence artificielle qui vous permettent de chercher les changements, les détails à l'intérieur de cette image par de l'apprentissage. On peut vous demander, par exemple, combien d'avions vous avez dans ce carré de 40 km de côté. C'est infaisable, ou alors il vous faut un temps infini si vous regardez tous les détails. Et pourtant, l'information est liée dans l'image, mais vous ne la voyez pas. Ça sert beaucoup également à l'écologie, au développement durable, c'est quand même une de nos grandes préoccupations. Bien sûr, tout ce qui est observation de la Terre sert énormément à la compréhension des impacts du changement climatique et à la compréhension des phénomènes qui induisent ces changements climatiques. On mesure aujourd'hui depuis l'espace, depuis ces satellites d'observation de la Terre, toutes les longueurs d'onde et tous les paramètres au niveau des terres émergées, au niveau des océans, au niveau de l'atmosphère avec les gaz à effet de serre. La montée de l'eau de 3,2 mm par an est mesurée depuis l'espace. Donc évidemment, toute cette observation est très riche pour la compréhension du changement climatique. Mais on a de plus en plus d'informations et donc il faut savoir extraire l'information utile de cette information de masse. Et ça, ce sont des techniques, on a beaucoup d'algorithmies, on s'appuie beaucoup sur l'intelligence artificielle et les nouvelles techniques de traitement de la donnée et qui sont très similaires, je pense, à ce dont vous avez besoin pour avancer dans le traitement de l'image médicale. Je peux vous dire que une image de la Terre avec des niveaux de précision de quelques dizaines de centimètres, de 40 km de côté, ça ressemble beaucoup à un tissu humain imagé. Et vous avez à l'intérieur de ça trouvé des choses et des informations utiles. Et c'est là où on a beaucoup de travail, je crois, et d'intérêt mutuel à s'enrichir l'un l'autre. Ça marche dans les deux sens. Ce qu'on sait faire, nous, peut vous servir. Et ce que vous savez faire sur l'imagerie médicale pourra nous enrichir aussi sur le traitement de l'imagerie terrestre. Donc c'est un sujet très très riche, je crois, de coopération. Non, et c'est pour ça qu'autour de cette collaboration vont se mobiliser, que ce soit le comité recherche de la SFR, le comité innovation, le comité formation, parce qu'on a vu dans le premier volet la notion d'accompagnement, des collaborations avec le MEDES. On voit bien que l'ensemble de l'architecture mise en place autour des comités un peu stratégiques de la Société française de radiologie vont être tout de suite mobilisés pour pouvoir collaborer avec vous. Ce qui m'a intéressé également, c'est l'idée de miniaturisation, parce que quand vous partez, enfin quand les astronautes partent, ils ne peuvent pas avoir de trop grosses machines. Alors on a envie de leur donner beaucoup de machines, parce que dans le fond, on se dit ils vont partir très longtemps, donc, mais il faut miniaturiser. On peut pas. Ça doit intéresser les médecins aussi. Ben oui, parce que vous savez, dans l'espace, la masse, c'est très cher à envoyer, donc on a toujours une forte volonté de miniaturiser les équipements, et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, de les faire utiliser par des non-spécialistes. Et donc d'avoir des équipements miniaturisés qui sont donc transportables facilement et qui peuvent être utilisés à distance par des non-spécialistes, là aussi je crois qu'on a des thématiques très proches de ce qui permet de faire avancer l'imagerie médicale et la médecine opérationnelle sur le terrain, au niveau des déserts médicaux notamment, etc. Comment porter des équipements sur le terrain au plus près de là où il y en a besoin, alors qu'au départ il n'y a rien. Et c'est exactement notre problématique. Et ce sera le cas par exemple de la radiologie interventionnelle qui sera un des grands axes, si on parle de médecine opérationnelle, et d'arriver à avoir des équipements qui soient compatibles avec un voyage lointain, tout en apportant une sécurité aux astronautes. Et alors, également, j'étais très intéressé par ce que dit Claudie Anuret sur le vieillissement et le vieillissement réversible. Ça vous a intéressé, Alain Luciani? C'est un modèle fabuleux. On en rêverait de ce vieillissement réversible et d'arriver à modéliser les processus qui à la fois amènent le vieillissement, ça c'est très important, et puis ce qui a permis ensuite la correction de ces anomalies, de les monitorer, de voir comment ça peut se travailler pour en faire des modèles ensuite prédictifs de récupération. Je pense que là aussi c'est un vrai challenge extrêmement enthousiasmant. Heureusement que pour les cosmonautes, c'est réversible, ceci dit, parce qu'effectivement, ils ont tendance à avoir de l'ostéoporose, de la perte de masse musculaire, des problèmes aussi au niveau des yeux, qui est un souci qui a été trouvé il y a peu de temps. Très souvent problème. Et tout ça est réversible, donc quand ils reviennent au sol, heureusement, ils récupèrent très bien.
Et c'est un modèle, une fois de plus, de recherche très intéressant pour les médecins. Alors aujourd'hui, on utilise quoi quand on part dans les vols? L'échographe, mais est-ce que demain on aura quoi? Un scanner, on aura une IRM? Alors on n'a pas tant d'équipement que ça pour l'instant. On a sur la Station Spatiale Internationale, on a 2 échographes aujourd'hui, un américain et un français, qui sont utilisés tous les deux par les équipages. On a aussi, on fait de la tomographie en optique cohérente, principalement, comme je disais, pour l'étude de l'œil, parce qu'on a des soucis à ce niveau-là, et on a à la fois de la recherche et de la médecine opérationnelle au niveau de l'œil. Et puis c'est tout, parce que pour des raisons de sécurité, on n'a pas de système à rayon X, on n'a pas de radiologie X à bord de la station. Il y a un équipement qui est en train d'être développé pour des petits rongeurs qui commence donc à permettre à la radio X de rentrer sur la station, mais c'est pour l'instant très au début, balbutiant. Et donc on a l'échographie, la tomographie. On a vu un peu de plétismographie sur le film, mais c'est à la russe. Hein, vous entourez votre mollet avec des bandelettes, vous mesurez la longueur des bandelettes et vous en déduisez le volume de votre mollet. Ça marche très bien, ceci dit. Et voilà les équipements dont on dispose pour faire du diagnostic. On a eu de grands cas de malades très inquiétants dans ces... Heureusement, non, je touche du bois. On sélectionne quand même les cosmonautes pour qu'il n'y ait pas de problème là-haut, parce que ça peut être vite catastrophique. Hein. S'il faut évacuer un cosmonaute, on n'évacue jamais un cosmonaute tout seul, on est amené à évacuer tout l'équipage qui repart avec son vaisseau, donc ça devient vite quelque chose d'assez catastrophique pour la station et pour le programme. On a eu une fois une thrombone veineuse qui a été justement diagnostiquée grâce à de l'échographie et qui a pu être heureusement traitée à bord, et donc la mission s'est poursuivie. Est-ce que l'on peut considérer également que votre expérience est très fondée sur la télémédecine, télésurveillance, téléexpertise, et que ça peut être utile pour les médecins qui également font beaucoup de téléradiologie, enfin de plus en plus? Oui, ben ça c'est comme je le disais, la station c'est aussi un désert médical, et donc tout ce qui est télémédecine, au-delà de la télééchographie, ce sont des techniques qu'on a développées pour aider nos équipages, et effectivement ce sont des techniques qui peuvent être utilisées, qui sont utilisées aujourd'hui pour faire de la télémédecine au sol, et qui sont utiles pour la santé au quotidien. Ici, dans cette conférence Antoine Béclair, vous allez, puis on va réellement le faire, vous allez signer un partenariat entre vos 2 institutions, la Société française de radiologie et le CNES. Vous allez faire un certain nombre de choses, vous avez des engagements. Voulez-vous un petit peu nous en parler, Jean-François Médère? D'abord. Merci, oui. Le premier élément d'ailleurs je voudrais signer, c'est que le Centre national d'études spatiales est invité d'honneur de cette conférence Antoine Béclair, et je vous en remercie, mais c'est surtout nous qui sommes honorés de nous accueillir, parce que j'insiste vraiment sur cette ouverture que nous apportez, c'est sympa et capital. Les axes de collaboration, ils sont à l'état théorique aujourd'hui, et ça a été rédigé par M. Suchet et M. Luciani. Vous les avez envisagés tout de suite, là je veux bien les répéter, mais ça a déjà été discuté. Pour nous, les axes de collaboration, ils vont, dans les grandes lignes, être marqués par les mots-clés suivants: recherche, soutien à l'innovation technologique et formation, qui sont les principaux mots-clés. Après, dans le soutien à l'innovation technologique, je pense qu'il y a une réflexion qui va s'engager sur la façon dont, en pratique, nous allons les soutenir, sachant que ça sera certainement un très très bel objectif, mais il n'est pas encore complètement défini. Vous allez vous retrouver régulièrement, il y a un plan de travail, un calendrier. Oui, bien sûr. Oui, très concrètement, il y a un comité directeur qui va être mis en place pour rythmer donc les travaux de groupes, voire de sous-groupes, suivant les sujets qui sont établis. On a une dizaine d'experts de chaque côté qui vont être mis en commun pour travailler et réfléchir sur la base des axes qu'on a décrits là, mais je suis sûr qu'il y en aura d'autres, parce que quand on met des gens autour de la table, ils ont toujours des idées, et c'est une très bonne chose. Et donc, en fonction des axes qui seront déterminés, on a décidé d'ici la fin de l'année, donc d'ici décembre, de définir formellement des groupes de travail qui vont permettre de creuser ces axes-là et de définir des actions concrètes pour avancer en commun sur les différents sujets. Nous inviterons M. Morel d'ailleurs à cette occasion pour que vous puissiez... Absolument, je suis candidat, mais je poserai ma candidature, merci Monsieur le Président, pour être le prochain spationaute français vers Mars. Cela étant, l'aide à la forme... j'espère que vous ne m'y envoyez pas. Pour 15 mois, 15 mois, on a retenu. En tout cas, il n'en reste pas moins que on voit très bien, notamment, l'aide à la formation des spationautes. Ça, je pense que c'est évidemment un axe important. C'est un axe important, c'est un axe qui est porté par la Société française de radiologie.
à la fois pour améliorer le diagnostic en temps réel, pour améliorer aussi, pour apporter l'expertise radiologique à cette interprétation d'image médicale qui pourrait venir, pour développer aussi des modes de compression d'image qui soient compatibles avec le fait qu'on va envoyer les gens de plus en plus loin et que le temps est un enjeu, donc la compression d'image sans doute aussi. Et puis la formation autour de la radiologie interventionnelle. Et là, ça rejoint les axes de formation portés notamment dans le CEFIM, à la Société française de radiologie. Et donc maintenant, nous allons procéder effectivement à une petite cérémonie officielle, très sympathique ici depuis la rue de la Colonie, le siège de la Société française de radiologie, dans le cadre de cette conférence en toile d'éclair. Je vous invite à signer devant les caméras et devant celles et ceux qui nous regardent, de signer ce partenariat entre le CNES et la Société française de radiologie. Je donne cette signature, le parapheur, au professeur Jean-François Ménère. Sous les yeux d'Alain Luciani. Merci. Avec grand plaisir. Lionel Suchet. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous confie le parapheur, Alain Luciani. Merci beaucoup. Et maintenant, nous pouvons tous ensemble poursuivre les travaux de ces journées francophones de radiologie 2020. Nous souhaitons un excellent congrès. À bientôt. Merci à vous tous. Merci. Merci beaucoup.